On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'ouverture d'une nouvelle friperie à Iberville, un gars, une fille, mais aussi du projet de ces poupées qu'on confectionne, grandeur nature, qui peut aider notamment sur le volet thérapeutique. Mais d'abord, parlons de la Corporation du Fort-Saint-Jean, du Collège militaire royal et quels sont les impacts de la pandémie sur cette installation. Parlons de la Corporation du Fort-Saint-Jean, parlons des impacts de la COVID sur cette organisation. La Corporation qui est en fait aussi un peu l'ancêtre même du Collège militaire royal du Canada situé à Saint-Jean sur la rue Jacques-Cartier. Avec nous pour en parler, son directeur général, Steve Etu. Bonjour et bienvenue. Hey, bonjour, M. Latour. Parce qu'en fait, c'est un peu une double entité. Il y a celle, évidemment, de la Défense nationale, le Collège militaire royal, mais la Corporation Fort-Saint-Jean, évidemment, qui est là depuis fort longtemps, qui gère les infrastructures, les installations. On vous connaît surtout dans la communauté civile comme étant ceux qui gèrent le pavillon d'Extras, où on est souvent invité dans des galas, dans des soirées, dans des invitations. Il y a maintenant le complexe sportif aussi, dont on pourra parler. Mais dans les premiers jours et les premières semaines de la COVID, quels ont été les impacts sur votre organisation? Au fait, je pense qu'on a eu les mêmes impacts qu'à peu près toute la population. Mais évidemment, il faut considérer aussi tout le cadre que les Forces armées canadiennes mettent en place lors d'une pandémie ou d'une situation particulière. Fait que, en plus de respecter les règles municipales, provinciales, fédérales, santé publique, on a les règles aussi des Forces armées canadiennes. Donc, le plus gros impact qu'on a eu, évidemment, nous, on devait garder seulement le personnel essentiel au niveau de la corpo sur le site, mais aussi adhérer à toutes les règles qui étaient émises par les Forces armées canadiennes. Exemple, qu'il n'y avait plus personne qui avait le droit d'entrer sur le site, autre que les travailleurs sur le site du Collège militaire. Donc, ça a arrêté complètement notre commercialisation, que ce soit au Dextras, que ce soit au Vieux-Metz ou ainsi de suite. Il n'y avait plus de commercialisation et même à ce jour, il n'y a pas de commercialisation sur notre site. Même au moment où la région était verte, puis jaune, puis orange, où il y avait quand même certaines permissions, où on aurait pu avoir des rassemblements de, exemple, 250 personnes, même à ce moment-là, les règles de la Défense nationale ne vous permettaient pas d'aller dans cette direction. Non, mais c'est exact. Sauf que faut comprendre que sur le site du Collège militaire, les élèves officiers sont demeurés sur le site pendant un certain temps et sont revenus aussi actuellement là, en début de session au mois d'août. Et puis, les élèves officiers sont confinés au site, donc ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ne peuvent pas aller marcher dans les rues, aller dans les magasins ou ainsi de suite pour créer le concept de bulle dont le gouvernement parle souvent. Et puis, pour préserver leur santé, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion sur le site, le commandant du collège a décidé de les maintenir sur le site. Et pour préserver cette santé-là, on ne voulait pas entrer des gens de l'extérieur dans le site du collège militaire. Donc, les seules personnes qui entrent et qui sortent du site du collège, de la Corpo, se trouvent à être quoi? Quelques employés de la Corpo, quelques enseignants, ou qui sont les personnes appelées à rentrer et sortir à ce moment-là? Le personnel du collège militaire, actuellement, je ne connais pas les pourcentages des enseignants, mais la majorité des cours se font à distance. En plus. En plus. Et puis, il y a les employés de la Corpo aussi, mais on a encore une politique de télétravail, évidemment. On a les entrepreneurs qui entrent sur le site. On a beaucoup de travaux qui se font. Et puis les entrepreneurs, bien, il faut qu'ils rentrent sur le site. Et c'est à peu près les gens qui ont le droit d'entrer. Là. Mais jusqu'ici, ce principe de bulle imposé par la Défense nationale auprès des élèves officiers a relativement bien fonctionné. Il n'y a pas eu, en tout cas, de mémoire, il n'y a pas eu d'éclosion. Il n'y a eu aucune éclosion au sein du Collège militaire. Nous, on a eu une à la Corporation du Fort-Saint-Jean il y a quelques semaines. Un cas isolé. Et puis, bravo à mon équipe parce que comme on respectait toutes les règles sanitaires et de distanciation, tous les gens qui avaient été autour ou... il n'y a pas eu d'impact. Il y a eu... Tous les tests sont négatifs. Donc, on a vraiment appris les bonnes procédures sanitaires, les bonnes procédures d'action lorsqu'on a su qu'on avait un cas de COVID. Là. Bon, vous avez fait allusion aux impacts liés principalement au volet de la commercialisation.
Comme je le disais en introduction, nous, les civils, quand on va au collège militaire, c'est principalement au pavillon d'Extras, parce qu'on a des activités, des soirées, des galas, toutes sortes d'événements. Là, je comprends que le pavillon d'Extras sert à peu près quoi? Uniquement à nourrir les élèves officiers? Seulement les élèves officiers. Mes employés ne peuvent pas aller manger à la cafétéria. C'est seulement dédié aux élèves officiers. Bon, là, dites-moi, c'est quoi les impacts financiers pour la corporation, le fait de ne plus avoir de commercialisation au niveau notamment du Dextras, mais même aussi du complexe sportif? Au fait, le complexe sportif qu'on gère depuis le 1er octobre, il n'y a pas non plus de commercialisation. Pour le Dextras, le fait qu'on fait zéro commercialisation, évidemment, toutes les activités qu'on fait, la vente de repas et location de salles et ainsi de suite, il faut savoir que ça ne revient pas à la Corporation du Fort-Saint-Jean. C'est retourné au gouvernement du Canada et en réinvestissement sur le site. Donc, tous les profits des activités retournent dans notre chapitre 10, comme on dit, nous autres, là, qui est pour l'entretien du site et les travaux. Mais je présume que le fait d'avoir moins d'événements ou si on n'a pas de complexe sportif à opérer, il y a eu forcément des mises à pied temporaires ou des mises à pied tout court? Oui, on a eu 15 licenciements. Donc, c'est des employés qui ont quitté là, de façon permanente la Corporation du Fort-Saint-Jean. Et puis, bien que j'arrive d'un monde militaire, quand j'ai signé la lettre la veille du début des licenciements, je l'ai signé puis je suis allé prendre une petite marche dehors. Ouais. Ah ouais. C'est extrêmement difficile. C'est particulièrement ceux dédiés aux événements que je salue là, chaleureusement, mes 15 employés. Mais comme on n'avait plus rien, on n'avait plus de gala, plus d'activités, il m'était impossible de les maintenir. Là, voyez-vous, l'interdiction d'entrée ou de faire de la commercialisation a été extensionnée jusqu'au 1er juin. Et puis, ça s'est fait au mois de juin cet été. Donc, ça aurait été 1 an. Je ne peux pas garder des employés avec aucun travail pendant 1 an. Non, c'est ça. Donc, les mises à pied temporaires deviennent permanentes. Bien, au fait, on a eu des mises à pied temporaires aussi. Comme la cuisine, alors que les élèves officiers sont retournés chez eux, il nous en restait environ 30 élèves officiers. Et puis, on a dépanné aussi la garnison. La garnison avait des gens de l'École de leadership et de recrues et de l'École des langues. Au lieu de garder 2 endroits ouverts et ainsi de suite, ils nous ont demandé de les accueillir. Et puis, durant la période que les élèves officiers sont partis, on avait environ 60 personnes qui vivaient sur le site, dans leur chambre, avec toutes les distanciations. À partir du moment que c'est clair, donc vous savez qu'au moins jusqu'au 1er juin, il n'y a pas de commercialisation possible, mais même pour les gens qui organisent des événements en ce moment, on ne voit pas le jour où on va retomber en zone orange, puis jaune, puis vert, puis là, on nous parle de vaccins, puis on ne sait pas trop quand. Donc, on sait qu'on s'en va par là, et tant mieux, là, il y a une lueur d'espoir, mais bref, on sait très bien que dans les 6 prochains mois, tout le volet social ne bougera pas tant que ça, là. Peut-être qu'on rouvrira les restaurants à un certain moment donné, peut-être les gyms, mais tout ça va se faire graduellement, puis probablement quelque part au printemps, sinon même à l'été. Comment entrevoyez-vous la reprise ou la relance des activités? Là, je comprends qu'on est dans le moment présent, mais comme il y a une lueur d'espoir, est-ce qu'on commence à voir un peu ce qui pourrait se passer après le mois de juin, ce qui pourrait se passer en 2022, en 2023? Au fait, la raison d'être de la Corporation du Fort-Saint-Jean est vraiment en soutien au collège militaire. Ouais. Donc, dans ce volet-là, nous, on continue ce qu'on a à faire, et puis que ce soit au niveau terrain, salle de classe, entretien, tous les services ménagers, la nourriture, on continue toutes nos opérations. C'est seulement dans le volet commercialisation. Dans le volet commercialisation, on va commencer à regarder, après les fêtes, comment on va offrir une nouvelle façon de faire, peut-être, dépendamment des directives des Forces armées canadiennes. Même si on tombe en orange, puis les restaurants ouvrent, je me vois mal d'accueillir 700 personnes dans le Dextras pour faire une grande festivité, là. Fait que, il y a moyen de voir autrement comment on fait les choses. Ouais. Et comme on gère le centre sportif depuis le 1er octobre, voyons voir comment on va ficeler nos offres de services
éventuellement. Là. Je donne un exemple. Disons que moi, je suis un organisateur d'événements. Là, puis disons que je suis très positif. Là, puis je vous dis, moi, là, le 15 octobre 2021, je veux faire un événement de 500 personnes au Dextras. Est-ce que je peux réserver la date? Oui. Je peux la réserver, mais... Vous pouvez la réserver, mais avec toutes les conditions que si les règles sanitaires ou les règles de la Défense canadiennes, nationale. c'est ça, des Forces armées canadiennes ou du gouvernement ne sont pas propices, vous allez devoir vous trouver une autre option là, au mois d'octobre. Bon. Parlons du complexe sportif, parce que c'est une nouvelle un peu dont on n'a pas beaucoup parlé dans la dernière année. Mais bon, on sait que le groupe de MISA a géré cette infrastructure-là pendant nombre d'années. Peut-être juste nous rappeler les raisons pour lesquelles c'est la Corpo qui a repris les rênes de la gestion de cette infrastructure qu'est le complexe sportif. Au fait, je voudrais commencer en remerciant Dominique et Frédéric Lanoux pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Puis, il faut dire que Demisa est arrivé sur le site du Collège militaire avant la Corpo. Oui, c'est vrai. Donc, on remonte loin, là. C'est 25 ans et plus. 1995. Ouais. Et puis, eux étaient là, je pense, 3-4 mois avant que la corporation du Fort-Saint-Jean a été mise en place sur le site du Collège militaire. Et puis, j'ai fait un article aussi dans le Canada français. Et je remercie le groupe de MISA, Dominique, de toute sa belle collaboration, le travail qu'il a fait. Il faut savoir aussi qu'en mars, quand on a eu la COVID, et puis que les gymnases sont encore ouverts, mais que les Forces armées canadiennes préservaient leur site, je disais à Dominique, écoute Dominique, on ne peut pas accueillir personne, la commercialisation c'est impossible, et ainsi de suite. Et puis, de fil en aiguille, à discuter ensemble, on est convenu que c'était préférable pour tout le monde si la Corporation du Fort-Saint-Jean reprenait les rênes du complexe sportif et que le groupe de MISA allait quitter. Et puis, je pense qu'au niveau de Dominique, ce n'est pas nécessairement son créneau actuellement. Son créneau s'en va vers d'autres choses. Mais on va garder aussi, cependant, les camps de jour, l'été. Même l'été passé, il était ouvert. Et puis la prémisse dans cette décision de les accepter, c'est que je disais au commandant du collège, le colonel Pilon, écoutez, vous avez des travailleurs qui sont demandés de retourner au travail, mais que les enfants ne peuvent pas aller dans les garderies ou ainsi de suite. Si on permet d'ouvrir les camps de jour ici, il va y avoir plus de personnes qui vont pouvoir aller travailler et ainsi de suite. Et il a accepté, mais on avait mis des règles très strictes pour que les parents amènent leurs enfants et puis ainsi de suite. Là. Ça a super bien été. Et une fois la pandémie terminée, de quelle façon allez-vous reprendre les activités dans la gestion du complexe sportif avec gymnase, piscine, patinoire, je ne sais trop. Bref, comment entrevoyez-vous l'avenir du complexe sportif? Je vous dirais qu'on va maintenir tous les services que Demisa offrait. La même chose. La salle de musculation, les séances d'aérobie, possibilité d'aller dans la piscine, la patinoire, tous les mêmes services. Ce qu'on veut ajouter, c'est un peu un volet militaire dans l'offre de services qu'on va mettre en place, c'est-à-dire d'offrir une capacité à des organisations de faire du team building axé sur une philosophie militaire. Je pense qu'on est bien placé pour offrir ça. On a quelques personnes, dont moi, à la Corpo, on a fait carrière. Et puis, je pense que ça va intéresser beaucoup les organisations à voir ce volet-là un peu, ces défis que les militaires, ou un aperçu des défis que les militaires peuvent vivre. Steve Etu, merci beaucoup, puis bonne continuation en support donc aux forces, évidemment. Mais en même temps aussi, bonne chance pour la suite, parce que, bon, un jour, il y aura un après-pandémie, puis évidemment, la vie continuera et, souhaitons-le, va reprendre un peu ses habitudes. Oui, j'espère. Merci. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture d'une nouvelle friperie dans le secteur Iberville qui s'appelle Un gars, une fille & Co.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, gros show cette semaine? Absolument. L'influenceur joannais Sébastien Godette pour H Urbaine et Alexandrine Coursonne en triathlon. L'influenceur joannais, tu parles de Tigidou. Christian Baudrillard. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il y a quelques jours, il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit « Hey, as-tu entendu parler de ça? As-tu vu ça passer? Il y a l'ouverture d'une nouvelle friperie du côté d'Iberville, mais c'est un concept assez particulier. » Et là, curieusement, j'ai reçu quelques jours après aussi un autre message qui m'interpellait là-dessus. Bien, on en parle aujourd'hui avec Nathalie Thibodeau qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. On parle de la friperie Un gars, une fille & Oui. Située au 460 boulevard d'Iberville, mais il y a un volet aussi virtuel. Oui. Mais il faut parler aussi de la fondation Tendre Bébé, parce que là, les gens vont se dire, bien là, pourquoi la dame, elle a 2 bébés sur elle? C'est pas des vrais bébés. Non, Bon. c'est pas des vrais bébés. Expliquons tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet de friperie et de fondation Tendre Bébé? Dans le fond, c'est comme 2 projets en un. En fait, oui, c'est ça. C'est 2 projets qu'on a fusionnés ensemble. Donc, Un gars, une fille, c'est Richard et Nathalie. Richard qui avait un grand rêve qui était de partir une friperie. Et moi-même qui était au niveau collectionneuse de bébés reborn, comme je vais vous présenter aujourd'hui. Le but était éventuellement de pouvoir aller visiter les CHSLD, les hôpitaux avec les bébés pour réconforter les gens dans la solitude ou les gens malades. Puis finalement, on a fusionné ces 2 projets-là à cause du COVID aussi. Donc, on a fusionné friperie et Fondation Tendre Bébé. Initialement, c'était pas ça qui était prévu nécessairement? Ben non, ça s'est dessiné beaucoup plus là, comme janvier-février. On a commencé à parler du projet de la friperie ensemble et tout. Puis quand il est arrivé le COVID, on a fait comme, ben là, la friperie, on va la lancer en ligne. On ne voulait pas se lancer pignon sur rue au départ parce qu'on ne savait pas trop, comme tout le monde, hein, où on s'en allait avec le coronavirus. Donc, finalement, on est allé en ligne et on a jumelé le volet fondation de Tendre Bébé avec ça. Bon, ce projet de friperie, parce que là, vous l'avez dit, puis c'est ce que je voyais aussi dans mes recherches, donc on l'a opéré en ligne pendant évidemment un certain temps, puis là, on comprend que c'est l'impact COVID. Mais là, on a vu aussi tout récemment donc une pré-ouverture ou une ouverture officielle qui s'en vient dans ce bâtiment du 460 boulevard d'Iberville, qui est dans le fond juste en face de la 9e avenue, pas très loin du cimetière, chemin de fer et du IGA, qui est tout juste ce qu'on appelait dans le temps le Pro 40 là, pour les plus vieux. Donc, expliquez-nous pourquoi la friperie a décidé de s'installer dans ce bâtiment-là. Bien, en fait, on a cherché à plusieurs endroits des locaux. On voulait quelque chose de très personnalisé. On voulait avoir quelque chose qui reflétait aussi un peu la personnalité de la friperie. Donc, on a regardé des locaux. Puis, c'est comme vraiment un addon que c'est arrivé. C'est une proposition qu'on a eue pour s'en aller. Puis, quand on est allé visiter, on a fait comme « wow ». Il y a tellement un bel âme dans ce bâtiment-là. Il y avait déjà eu une boutique cadeau il y a longtemps aussi. Oui, c'est ça. Il y avait déjà eu quelque chose là. Puis finalement, ben, on a refait le concept au complet. On a toute la décoration qu'on a chez nous, toutes les rénovations qu'on a fait parce qu'on est vraiment sur le côté recyclage. Donc, que ce soit cabine d'essayage, que ce soit les comptoirs, tout ça, tout est de la matière récupérée à partir de l'architecture du bâtiment. Donc, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Tous les matériaux venaient de l'intérieur qu'on a récupérés dans l'ancien hôtel au 2e étage. Bon. Et des friperies, évidemment, il y en existe à gauche et à droite. En quoi celle-ci est-elle différente ou c'est quoi sa spécialité comme telle? Nous, notre friperie, en fait, on offre des vêtements tendance à des prix vraiment, vraiment bons. Tous les morceaux qui sont chez nous ont été sélectionnés, sont lavés, sont inspectés, donc il y a 0 défaut sur nos vêtements. Les prix sont d'ailleurs excellents aussi. On offre beaucoup de marques, donc on peut considérer ça une friperie plus haut de gamme. Donc, on va... C'est sûr qu'avec le temps, on analyse toujours le marché, puis on va avec la demande aussi. Donc, on va être en train de préparer un petit coin qui est vêtements plus économique, mais on a le côté friperie qui est plus haut de gamme
à l'intérieur. Et à quel endroit vous vous approvisionnez en vêtements? Nous, on a déjà des fournisseurs sur lesquels on a des retours de magasins, on a des fournisseurs, des trucs comme ça, mais aussi on accepte les dons. À cause du côté, évidemment, de la Fondation, hein, moi, il y a une grande partie des profits qui est remis à la Fondation pour être capable, la Fondation Tendre Bébé, qui fabrique parce que maintenant, c'est moi qui fabrique les bébés. Quand on parle d'un bébé comme ça, on parle d'un bébé entre 300 et 700 $. Donc, il y a une partie des profits de la friperie qui est transférée pour la fabrication. Bon, parlons justement de la Fondation Tendre Bébé et de ces bébés que vous avez appelés des poupées Reborn. Des Reborn, des bébés réalistes, des poupées réalistes, oui, en français. Bon, initialement, on dit que c'est pour être remis à des aînés en CHSLD, mais ça peut être utile également pour d'autres types de publics. Oui, absolument. Quand on parle au niveau thérapie avec les bébés Reborn, il y a 3 grands volets qui sont très importants. Il y a bien évidemment, on parle des gens en CHSLD, des enfants avec des déficiences ou qui sont autistes, et même on va toucher le volet des mamans qui ont perdu ou qui ont eu des décès de jeunes enfants. Donc, ça aide à amener une certaine sérénité. Comment vous vous êtes intéressé à ces poupées réalistes? Mais moi, j'ai commencé à collectionner l'année passée, en août 2019. C'était une curiosité, simplement une curiosité. J'ai commandé mon premier, qui était ma première ici. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'était mon premier bébé que j'ai acquis. Puis, comme tout grand collectionneur, hein, parce que c'est à travers le monde, les collectionneurs de poupées Reborn comme ça, ben, t'en veux un deuxième, t'en veux un troisième. Je me suis rendue à 35. Là, vous avez 35 poupées comme ça? Bien, maintenant, il m'en reste un peu moins parce que j'en ai donné aussi. J'en ai beaucoup moins maintenant, mais... Puis ça donne quoi comme effet thérapeutique aux gens en fait, qui les ont? Quand on va chez les personnes âgées, chez les gens qui sont atteints d'Alzheimer, ça ramène des émotions. Ça leur permet de comprendre qu'ils sont encore capables d'aimer, puis qu'ils sont capables de se responsabiliser puis de prendre soin de quelqu'un. Tu sais, au travers de la maladie, même si on ne se rappelle plus, il y a des émotions qu'on ne perdra jamais, dont l'amour qu'on est capable de transmettre à des enfants. Donc, on peut comprendre pour le volet d'une personne qui souffre d'Alzheimer. Oui. Dans le cas d'un enfant autiste, c'est quoi le bienfait pour un autiste d'avoir En fait, une poupée comme ça? ça vient calmer l'anxiété. Les bébés qu'on présente ici ont un poids qui sont quand même assez lourds. Quand on parle d'un bébé comme ça, on parle de à peu près 6 livres, 7 livres. Ouais. Donc, ça vient calmer l'anxiété, puis ça permet à l'enfant autiste de se responsabiliser. Tu sais, c'est tellement réaliste qu'ils en font quasiment leurs frères, leurs sœurs, donc, il y a une responsabilité là, qui est face à l'enfant. Bon, puis là, je sais que c'est à vos pieds, à côté de la valise, là, mais je veux quand même qu'on le montre. Faites juste attention au micro. Parce que quand vous recevez la poupée, là, ça arrive, évidemment, elle n'arrive pas comme ça. Vous devez la travailler. Il y a comme un travail d'artiste. Allez-y, il n'y a pas de problème. Juste à montrer ça. Dans le fond, vous recevez ça. Montrez-les peut-être sur votre gauche à vous. Voilà. Donc, ça arrive dans un sac. Ça arrive dans un sac. Donc, c'est des kits en pièces détachées. Comme ça ici. Donc, on a les bras, on a les jambes. Donc, ça arrive en morceaux, en pièces détachées. Ça arrive en morceaux. On a des yeux qu'on choisit les couleurs et tout. Puis là, après ça, vous devez la confectionner, vous devez... Nous, c'est un travail de peintre, en fait. On fait la texture de peau, la peinture, les rougeurs, les veines, tout est fait à la main. Ça prend combien de temps faire ça? Ben, moi, sur un bébé, j'investis environ, dépendamment des grosseurs, mais c'est entre 40 et 100 heures. Par bébé? Par bébé. Donc, c'est un travail de cuisson aussi qui est fait entre les couches qu'on met sur le bébé. Il faut être un peu artiste là, pour faire ça. Il faut être artiste, effectivement. Si vous regardez les cheveux ici, ben, c'est implanté, c'est avec une petite aiguille, c'est cheveu par cheveu. Donc, c'est un travail de longue haleine. Incroyable. Oui, pour aller chercher cette réalité-là. Est-ce qu'il existe beaucoup de personnes comme vous là, au Québec, à travers le monde? Bien, au Québec, il y en a de plus en plus, je vous dirais. À travers le monde, il y a de très, très grandes, on appelle ça maintenant des reborneuses. C'est des artistes reborneuses. Au Québec, on a d'excellentes artistes reborneuses, dont il y en a sur le site de la friperie Un Gars, une fille, sous la fondation. Je présente des reborneuses parce que, ben, heureusement, c'est une industrie où on n'est pas en compétition. Oui, on vend des bébés, on vend à travers le monde,
mais c'est une belle industrie où la compétition, on va s'entraider beaucoup et tout. Ceux qui ont plus d'expérience vont aider les plus jeunes artistes. Puis ici, dans la région, est-ce qu'il y a déjà certains CHSLD qui en possèdent? Dans la région, ici, moi, je n'ai pas commencé encore parce que là, c'est justement, je voulais lancer ce projet-là officiellement. Donc, évidemment, j'invite les CHSLD, les hôpitaux, même les enfants, tu sais, qui sont très normaux, qui vont pour une chirurgie à l'hôpital, un bébé reborn, pour les accompagner dans l'anxiété. Donc, je les invite à m'écrire s'ils veulent avoir des dons. Faire la demande, puis ça va me faire plaisir. Présentement, on a un projet qui est dans le Haut-Saint-Laurent où j'ai confectionné 4 bébés reborn où on va se passer des gens qui ont Alzheimer à troubles comportementaux. Puis là, c'est un projet pilote qu'on est en train de faire, mais dans la région, on peut commencer dès maintenant. Donc, Fondation Tendre Bébé. Oui. Et aussi, donc, la nouvelle Le Friperie, un gars, une fille, au 460 boulevard d'Iberville. L'ouverture officielle du commerce, c'est quand? C'était hier. C'était déjà hier, donc hier. Voilà. Donc, c'est ouvert si vous décidez d'y aller. Oui. 460 boulevard d'Iberville, intersection de la 9e à Iberville. Bien, un gros merci, puis merci à toi. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bon, vous savez qu'on a un nouveau pont dans le Vieux-Saint-Jean qui a remplacé l'ancien pont Gouin. On l'appelle encore pont Gouin. Est-ce qu'on devrait continuer de l'appeler comme ça? Est-ce qu'on devrait profiter de l'occasion pour le changer de nom? Bref, la Ville veut avoir vos suggestions. Il y a comme une consultation en ligne en ce moment. Allez sur sjsr.ca/consultation-pont. Donc, et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlateau.com. Bye-bye.